Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon, on va commencer. Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous passez une bonne journée. En tout cas, nous, on est très contents d'être avec vous aujourd'hui. On va parler dans cette session de comment est-ce qu'on sécurise une application qui utilise des briques de Generative AI dans un contexte SaaS. Alors, c'est une session au niveau 300, donc c'est une session qui est assez technique. On considère que vous avez quand même des bases sur des concepts qu'on va retrouver dans le SaaS. On va quand même les reprendre un petit peu, mais on va aller assez vite. Sur la partie Generative AI, c'est un petit peu différent parce que, en fait, je me rends compte qu'en discutant avec des clients, avec des collègues, avec même des membres de ma famille, des amis, en fait, faire des POC sur du Generative AI, c'est assez facile, hein. On arrive rapidement à un résultat, on arrive rapidement à un effet wow, ça marche bien. Et en fait, quand on commence à scaler, quand on commence à déployer en production, on fait face à des problématiques, des challenges. Et lorsqu'on déploie dans un contexte multi-tenant, donc quand on va rajouter des clients, on va encore plus complexifier et rajouter des contraintes. Parmi ces contraintes, ou ces challenges, on va avoir notamment des challenges sur la scalabilité. Et il y a un gros challenge aussi sur la partie sécurité. Et si vous êtes fournisseur de SaaS aujourd'hui, vous devez le savoir, la sécurité, c'est important pour vos clients. Vous avez peut-être des questions de vos clients sur ces sujets-là. Et donc, il faut que vous soyez capable d'apporter des garanties. Alors moi c'est Nicolas, je suis architecte solution, je suis accompagné de Pierre-Yves qui est ici aussi, qui est architecte solution, on travaille tous les deux chez AWS. Et puis on a Cédric qui est architecte de chez Scalo, qui est une entreprise avec laquelle on travaille, et qui va nous présenter une implémentation, un cas concret de comment est-ce qu'ils ont déployé ces mécanismes chez Scalo. On va reprendre donc dans cette présentation des architectures qu'on trouve de manière assez classique dans une application de Generative AI. On va voir comment est-ce que intégrer des tenants, qu'est-ce que ça implique en fait dans ces architectures. On va regarder où sont les challenges, où sont les briques sur lesquelles il faut faire attention à ces problématiques de sécurité. Et puis Pierre va nous parler des mécanismes d'isolation qu'on va pouvoir mettre en place en fonction de l'architecture qu'on aura définie. Et puis Cédric terminera par une présentation de ce qu'ils ont mis en place. Donc, alors, commençons par une architecture d'IA générative. Donc, il y a beaucoup d'architectures, mais généralement, il y a deux patterns qu'on retrouve assez souvent quand on déploie une application. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, pour du SaaS et même pour autre chose. Première architecture, c'est ce qu'on appelle du RAG, Retrieval Augmented Generation. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui savent déjà ce que c'est. On va reprendre rapidement le concept. L'idée, c'est que j'ai mes données clients, mes données, et je vais utiliser ce qu'on appelle, je vais générer des vecteurs, des embeddings de mes données. Lorsque j'ai une requête utilisateur, je vais faire ce qu'on appelle une recherche de similarité, c'est-à-dire que je vais chercher les données qui vont m'aider à répondre à la question, donc ajouter ce qu'on appelle du contexte à la requête utilisateur. Et puis je vais envoyer ces requêtes sur un LLM, le prompt, rajouter avec les données utilisateurs, utilisateurs, donc le contexte associé sur un LLM. Donc là, on utilise dans cet exemple Amazon Bedrock. Amazon Bedrock, c'est un service AWS qui permet d'appeler des LLM, donc notamment des foundation models aussi, de manière plus générale. Et puis, on a une réponse qui est contextualisée. L'intérêt de cette approche, c'est qu'on utilise un modèle sur l'étagère. Donc un modèle qui a déjà été entraîné, on ne va pas le customiser, donc on peut de manière assez simple l'utiliser et le déployer. L'autre approche qu'on voit de manière assez récurrente aussi, c'est le principe du fine-tuning. Donc là, l'idée, c'est que les données sources qu'on va utiliser, elles vont servir de données d'entraînement. On va donc générer ce qu'on appelle une tâche de customisation. Généralement, on parle de fine-tuning, on parle de continual pre-training. On peut faire ces actions-là avec Amazon Bedrock de manière assez simplifiée. Donc on prend un modèle, on va généralement modifier toute ou partie des poids du modèle. Et puis on va avoir un modèle qui est customisé avec les données en question. Et donc quand on a une requête utilisateur, on va simplement faire cette requête sur le LLM qui est customisé. L'intérêt de cette approche, c'est qu'en fait, parfois les modèles, ils ont un petit peu de mal à répondre à des tâches bien spécifiques. Et quand on veut entraîner le modèle sur une tâche spécifique, on va faire ça. L'autre intérêt, c'est qu'on n'a plus besoin d'envoyer du contexte, donc d'augmenter les input tokens, d'augmenter la taille du prompt avec des données qui sont rajoutées lorsqu'on fait cette méthode-là. Donc 2 points par rapport à ça. Le premier, c'est qu'on a 2 architectures. Généralement, on peut aussi mixer ces architectures. Elles ont chacune des avantages, elles ont des inconvénients. On peut imaginer un RAG avec des données plutôt statiques qu'on va customiser sur un modèle, donc avec une tâche de fine-tuning. Et puis pour les données plus dynamiques, on va utiliser le principe du RAG. Le deuxième point, c'est que dans cette présentation, donc là vous voyez bien que je parle d'Amazon Bedrock.
Amazon Bedrock, c'est un service qui vient aussi avec des fonctionnalités qui permettent de orchestrer et mettre en place ces deux architectures de manière simplifiée. Je vais parler de knowledge base, de base de connaissances pour la partie RAG. Knowledge base permet de connecter à des sources, de gérer l'ingestion dans une base de données vectorielle et de gérer l'orchestration, donc de faire cette recherche de similarité et rajouter du contexte. Dans cet exemple, pour les sources de données, je vais prendre Amazon S3, d'accord, parce qu'après il y a d'autres connecteurs sur Amazon Bedrock, mais Amazon S3 c'est généralement un outil pour stocker ces données qui est assez répandu. Et pour la base de données vectorielle, je vais, dans cet exemple, parler d'OpenSearch Serverless. Là, ici aussi, les bases de connaissances de Bedrock permettent de se connecter à d'autres bases de données vectorielles. Mais là, on va essayer de prendre un exemple vraiment concret. Et pour le fine-tuning, c'est pareil, on va utiliser Amazon Bedrock et donc des tâches de fine-tuning. Donc maintenant qu'on a vu cette architecture, qu'est-ce qui se passe quand on rajoute du multi-tenant, donc une notion de plusieurs utilisateurs, plusieurs tenants avec des données, des sources de données qui ne doivent pas se croiser et qui sont propres à l'entreprise. Donc si on regarde par rapport au RAG, on reprend l'architecture, on a donc deux tenants dans cet exemple, on peut imaginer 100, 1000, 1 million de tenants, ce sera le même principe. On a toujours cette base de données vectorielle, d'accord. Là, le premier challenge, c'est qu'on va se demander est-ce qu'on a une base de données vectorielle et qu'on va colocaliser nos tenants dans cette base de données, ou est-ce qu'on va avoir plusieurs bases de données vectorielles. On verra qu'il y a plusieurs approches là-dessus. Ensuite, quand on a une requête utilisateur, on va passer par une solution SaaS, un framework SaaS. Framework SaaS, en général, en fait, ça implique pas mal de choses, notamment l'onboarding d'un client, la génération des ressources associées aux tenants, et aussi la capacité d'identifier un tenant. Et donc, quand une requête est faite sur la SaaS solution, on va apporter le contexte du tenant aussi. Et avec ce contexte du tenant, on va être capable de récupérer les données qui sont propres à l'utilisateur et au client. Et donc ces données qui sont propres aux tenants, on va les ajouter au prompt. Et puis, donc toujours le même principe, on va générer la réponse. Sur la partie fine-tuning, pareil, donc on reprend l'architecture. Cette fois, on a deux tenants, même exemple. On va donc générer plusieurs versions du modèle customisé pour chaque tenant. Et puis, lorsqu'on a une requête utilisateur d'un tenant, on va donc passer par la logique de l'application SaaS qui va être capable de router sur le bon modèle en fonction du contexte du tenant. Là, c'est pareil, on a deux architectures qui sont mises en place. Dans cet exemple, on va du coup volontairement séparer ces deux architectures. Il y a aussi un concept qu'on va retrouver dans le SaaS, dans les architectures SaaS. Peut-être que vous êtes familier avec ça, des mécanismes d'isolation. On parle souvent d'une architecture en pool quand on va chercher à regrouper des ressources, donc de nos tenants sur des mêmes ressources. On va essayer de mutualiser ça. Et on parle de silo quand on va essayer de séparer, d'avoir des ressources qui sont dédiées par tenant. Donc une des premières questions que se pose un fournisseur de SaaS, c'est de repenser, de réfléchir à quelle sera l'expérience utilisateur de mes clients lorsqu'ils vont utiliser mon application. Avec le Generative AI, c'est un concept qui est quand même assez nouveau, assez récent. Et donc généralement, ce qui se passe, c'est qu'un fournisseur SaaS va vouloir proposer une expérimentation, de tester cette fonctionnalité à des clients de manière ou bien gratuite ou bien à un prix qui est assez bas pour pouvoir faire tester ça aux clients parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau et ils ont besoin de tester. Et puis, une fois que le client a validé et qu'il veut des services un petit peu plus personnalisés, un peu plus haut de gamme, on va passer sur un modèle un petit peu différent. Et donc, en fait, essayer de partager ces expériences clients, on peut le faire à travers ce qu'on appelle du tiering. Et donc, on met en place des tiers, on parle de tiers basique ou de free tiers pour le premier cas, et puis de tiers premium pour le second. Donc là, on va voir une architecture d'un tiers basique. L'architecture d'un tiers basique, on l'a dit, on va essayer de mutualiser les ressources au maximum, de faire les choses simples et qui soient le plus économiques possible. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? En général, on va surtout faire du RAG, parce que fine-tuner un modèle, déployer un modèle, ça nécessite des ressources dédiées pour ses clients. Et donc, ce n'est pas forcément ce qu'on veut mettre en place dans l'idée d'un tiers basique. Donc à quoi ça ressemble? On l'a dit tout à l'heure, au niveau des sources de données, on va utiliser un bucket S3, d'accord, pour stocker les données du client. Et là, comme on va partager les ressources, donc c'est un cas un peu extrême, généralement vous serez peut-être un petit peu amené à utiliser un peu des deux, mais dans cet exemple-là, on va utiliser un bucket S3 avec un préfixe par client. Sur la partie base de connaissances, une base de connaissances sur Amazon Bedrock, c'est un concept qui est virtuel, donc c'est un outil d'orchestration, ça ne crée pas de ressources, donc il n'y a pas de coût associé à ça, donc on va pouvoir avoir une base de connaissances par tenant.
Pour la base de données vectorielle, on va mutualiser dans un cluster OpenSearch et dans une collection nos clients, et puis on va utiliser un index pour chaque client. Ensuite, d'un point de vue requête utilisateur, on va mutualiser donc un API Gateway, un proxy, qui va ensuite appeler un pool compute. Le pool compute, ça peut être une lambda fonction, ça peut être d'autres services de containerisation ou autres, mais ça va être capable de gérer la logique d'appel vers les services de LLM derrière. Et donc avec le contexte du tenant, on va être capable d'appeler la bonne knowledge base qui correspond, ou la base de connaissances qui correspond à notre client, et puis de générer via Amazon Bedrock un modèle qui est sur étagère, pas de customisation là-dessus. Si on veut aller un petit peu plus loin que du Q&A, que du question-réponse, et qu'on veut appeler une base de données, on veut mener des actions, on veut appeler des API par exemple, eh ben on va utiliser des agents pour faire ça. Et là c'est pareil, on va mutualiser, on va avoir un agent qui va être capable de traiter les requêtes de mes utilisateurs en utilisant le contexte du tenant de la requête pour appeler donc, ces API tierces. Donc pour un deuxième tenant, c'est le même système, un nœud préfixe, une base de connaissances qui va être dédiée au client, un index dans mon OpenSearch, et le fonctionnement est le même. Ensuite, sur un tiers premium, donc on va chercher à augmenter les fonctionnalités de l'application et on va proposer des services un peu plus élaborés. Donc là, cette fois, on va parler de RAG et on va aussi parler de customisation de modèles. Et on va essayer de faire un petit peu les deux. Donc pour la partie customisation, on va avoir nos données d'entraînement pour faire notre tâche de customisation du modèle avec Amazon Bedrock. Les données sont dans un bucket S3. Donc un bucket qui est dédié pour le client. On va déployer un modèle dédié au client, par client. Et pour la partie RAG, on va avoir donc un bucket S3 pour ces données qui vont servir à contextualiser les requêtes. Une base de connaissances évidemment donc dédiée là aussi. Et puis on va dans un cluster avoir une collection par client. Lorsqu'on a une requête utilisateur, on va avoir un API Gateway qui va être dédié au client, un compute qui va être aussi dédié au client, et on prend le même mécanisme d'appeler la knowledge base, et puis d'appeler aussi, et puis du coup récupérer donc le contexte, et puis d'appeler le modèle customisé, cette fois-ci dédié au client. Pour la partie agent, on va avoir un agent qui est dédié au client, et qui va être capable d'appeler aussi les API tierces. Donc ça, c'est des mécanismes d'architecture, des services qu'on va déployer pour des clients. Mais quand on parle de SaaS, il y a aussi ce qu'on appelle, donc vous êtes peut-être familier avec ça, ce qu'on appelle l'application SaaS, le control plane et l'application plane, data plane. Donc le premier, c'est des ressources qu'on va déployer pour nos clients. Le deuxième, c'est la gestion en fait, des tenants de manière centralisée dans ce qu'on appelle un control plane. Control plane, il va être capable, il va gérer notamment l'onboarding. Donc l'onboarding, ça veut dire déployer des ressources pour les clients, pour un tenant qu'on va onboarder, donc qu'on va accueillir. Et puis on va aussi gérer le monitoring, le billing, la gestion des logs et donc la surveillance de ces tenants. Donc pour un basic tiers, c'est assez simple, on a dit tout à l'heure, on a déjà des ressources qui sont provisionnées, on a déjà un bucket S3, on a déjà une base de données vectorielle qui est déployée, on a déjà nos agents, nos pools d'agents, notre pool de compute. Donc en fait, onboarder un nouveau client, c'est relativement rapide, puisqu'en fait, il faut créer donc, un préfixe dans un bucket S3 et un index dans ma collection OpenSearch. Et je crée une base de connaissances. Pour un tiers premium, on va donc déployer des ressources dédiées pour chacun de ces clients, un bucket S3, un modèle customisé qu'on va donc customiser au moment de l'onboarding avec des données clients, et puis un agent, une collection, compute aussi pour gérer la logique d'appel. Et donc tout ça, ça va être dédié pour le client. D'un point de vue partitionnement des données, c'est un point qui est aussi important de où est-ce que les données de vos clients vont être localisées. Donc là, c'est pareil, on va se concentrer sur les données. Et en fait, là où c'est important, c'est que le partitionnement des données va définir ensuite quelle va être la stratégie d'isolation dont va parler Pierre-Yves tout à l'heure. Parce qu'on va avoir une isolation logique, on va avoir aussi l'isolation physique. Et en fait, là aussi, ça dépend du tiers. Donc sur un tiers basique, on l'a dit, on va avoir nos ressources RAG qui vont être stockées, les données vont être stockées dans un bucket S3 avec des préfixes, et une collection pour nos tenants dans la partie base de données vectorielle. Et donc une base de connaissances par client, on l'a vu tout à l'heure. Pour la partie tiers premium, eh bien là c'est pareil, on a un bucket qui est dédié
une collection qui est dédiée et une base de connaissances également. Donc on va avoir des ressources qui sont vraiment dédiées pour ce tiers-là. Maintenant, Pierre va nous parler de ces mécanismes d'isolation qu'on va mettre en place sur ces architectures. Oui, bonjour à tous. Donc, sur l'isolation des tenants, vous allez devoir, comme Nicolas vous l'a présenté, vous allez devoir vous assurer que les ressources auxquelles les utilisateurs peuvent accéder sont bien celles auxquelles ils ont droit. Voilà. Vous retrouvez le schéma qu'on vous a présenté sur une architecture multi-tenant. Vous voyez qu'on a des ressources mutualisées, donc le bucket S3, la collection OpenSearch, les agents, le compute et la base de connaissances. Mais à quel endroit doit-on, quand on développe une application SaaS, s'organiser pour que l'isolation soit effectuée? Dans cette architecture de référence, il y aura 3 endroits. Le premier point, ça va être au niveau de la base de connaissances. En effet, c'est elle qui a le premier accès aux données du client. Donc c'est à partir d'elle que la collection, les embeddings vont être générés et donc ensuite pourront être utilisés. Le deuxième point, bien c'est très évident, c'est le compute. Vu que tous les clients vont à un moment accéder à ce compute-là, il doit être capable de dissocier par rapport à tel ou tel client. Et le troisième point, qui est aussi, tout aussi évident, c'est l'agent. Donc, quand vous développez une application SaaS intégrant de la GenAI, il va falloir vous focaliser sur du développement et sur de la configuration spécifiquement à ces endroits-là. Chez AWS, vous connaissez tous le service IAM. Et grâce à IAM, vous avez la capacité au sein de votre code de faire cette isolation par rapport aux différents composants. Si on creuse un peu sur les bases de connaissances, comme je vous l'ai dit, ça va d'abord comporter un index dans lequel vous aurez les données de l'index, vous aurez les données de chaque tenante au sein d'une collection par index, vous aurez une base de connaissances qui devra accéder à cet index. Et comment vous pouvez vous assurer que la base de connaissances qui est dédiée à un utilisateur, un tenant, est capable et ne peut accéder que à ces données? Vous allez utiliser un rôle IAM, tout simplement. Et qu'est-ce que va contenir ce rôle? Donc, ce qu'on appelle un rôle de service, c'est une terminologie que je pense que beaucoup d'entre vous reconnaissent. C'est-à-dire que quand on appellera la base de connaissances, on va lui passer l'identifiant de ce rôle-là. Et à partir de cet identifiant et de ce rôle assumé, la base sera capable uniquement d'accéder à telle et telle ressource. Et quelle ressource et comment ça va se concrétiser à ce niveau-là? Déjà, la première chose, c'est notre base de connaissances, elle s'appuie sur une collection OpenSearch. Donc, on va lui donner le droit d'aller agir sur la collection OpenSearch, tout simplement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est dans cette collection, on va stocker des vecteurs. Donc, il faut que la base de connaissances soit capable de générer les vecteurs. Donc, comment ça se fait sur Bedrock? C'est de pouvoir appeler un modèle d'embedding, donc dans notre cas Titan Text, sur lequel qui va pouvoir, à partir de vos tokens, générer les vecteurs et les insérer dans la base. Dernier point, et non des moindres, c'est pouvoir accéder à la donnée en elle-même sur S3. Donc là, la base de connaissances, on lui donne le droit explicite d'accéder à la donnée sur S3. Et comme vous pourrez le voir explicitement sur la ressource côté S3, on indique bien le préfixe, c'est-à-dire qu'on est sur le bucket mutualisé, mais avec un préfixe spécifique. Donc ça va restreindre la base de connaissances à ce préfixe, ne pourra rien faire d'autre derrière. Ça, c'est très bien, mais je pense que vous aurez tous remarqué, c'est que là, le rôle tel qu'il est défini donne accès à la collection OpenSearch en entier. Donc, dans une logique de multi-tenant, cette base de connaissances aura accès à tous les index de la collection. Donc, comment remédier à ça dans le cadre d'un serveur OpenSearch? C'est en utilisant ce qu'on appelle les politiques d'accès sur OpenSearch, les Data Access Policies en anglais, qui sont des contrôles d'accès, des contrôles de ressources, des contrôles d'autorisation au sein d'OpenSearch. Et techniquement, comment ça va se montrer? Ça va être une policy du même type qu'une policy IAM, où on va avoir un principal, pour les terminologies de sécurité, donc le sujet qui a le droit de faire. Donc dans notre cas, ce sera l'identifiant du rôle IAM de la base de connaissances. Et au niveau des actions, et c'est là qu'on va faire la restriction au sein de la collection OpenSearch pour accéder uniquement à l'index du tenant, c'est là qu'on va dire, oui, le rôle IAM endossé par la base de connaissances n'a le droit d'accéder qu'à l'index 1, et au final, ça se concrétisera quand on aura un accès à la collection, le seul autorisé sera l'index 1, et l'index numéro 2 sera refusé. Donc ça, c'est la partie schématique. Comment ça peut se concrétiser d'un point de vue code? Donc je vous disais, au niveau IAM, vous aurez de l'isolation de compute. Vous aurez ce genre de choses-là, vous aurez ces informations, et comment vous allez isoler votre compute. Alors, on va parler tout de suite en parlant dans une optique API, donc avec des tokens, JWT dans notre cas, un token JWT qui va contenir les informations d'authentification de vos utilisateurs, mais qui va aussi contenir des informations de métadonnées, et dans notre cas, le tenant. Donc un utilisateur identifié pour une société aura dans son token JWT donc notre ID de tenante. Qu'est-ce que ça va faire? Alors,
je ne sais pas si tout le monde connaît API Gateway, mais qui est donc notre solution qui va vous permettre d'exposer des API. Et vous avez une fonctionnalité qui s'appelle les Lambda Authorizers. Les Lambda Authorizers, prenez-le comme un péage à l'entrée. Toute requête, si vous mettez en place des Lambda Authorizers, toute requête qui passera sur une ressource protégée par cet authorizer devra d'abord être validée par lui avant d'arriver réellement à la ressource derrière. Et dans le cadre d'une application multi-tenante, sur lequel on doit dynamiquement, et c'est ça le plus important, allouer, vu qu'on a un compute mutualisé, dynamiquement allouer des rôles pour pouvoir ensuite les utiliser, c'est cet authorizer qui va effectuer cette action de tenter d'endosser un rôle IAM. Donc, en effet, un rôle IAM spécifique avec de l'ABAC, sur lequel je reviendrai dans quelques instants, va tenter d'endosser un rôle IAM correspondant au tenant pour ensuite pouvoir propager les informations aux diverses ressources qui sont derrière, et dans notre cas, le compute qui pourra lui-même derrière endosser le rôle IAM. Je reviens sur le terme ABAC. ABAC, ça veut dire Attribute Based Access Control. Contrôle d'accès basé sur les attributs. C'est une méthodologie qui existe en sécurité pour shifter la raison et shifter la source d'autorité. Plutôt que ce soit le rôle, le contenu du rôle en lui-même qui indique, ça va être des métadonnées. Ça va être la ressource qui est autorisée. Et dans ce cas-là, on va dire que le rôle, on va lui affecter des attributs. Alors, les attributs sur les ressources AWS, vous les connaissez déjà tous, vous les utilisez déjà tous, très certainement, ce sont les tags, tout simplement. Et les tags, quand on endosse un rôle, on peut affecter des tags très spécifiques. Dans notre cas, sur ce tag, on va affecter l'ID de la base de connaissances associée au tenant. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va tenter d'endosser le rôle? On va récupérer des informations et dès que la policy IAM, donc le rôle sera évalué par le service pour accéder, il va se référer à cette valeur dynamique correspondant à un tenant. Ce qui, dans le cadre d'une application SaaS sur laquelle vous avez une seule base de code et plusieurs types d'utilisateurs qui vont utiliser cette base de code, ça va vous permettre d'avoir un seul rôle IAM qui est tout le temps le même et uniquement d'un point de vue applicatif de l'endosser en prenant du paramétrage qui sera évalué avec IAM lui-même. Ces informations ensuite sont propagées, on va dire le token de session et les access keys, secret keys sont propagés au travers des API Gateway par cette fonction vers le compute qui pourra lui aussi endosser le rôle et aura donc à terme les accès que ce soit à la base de connaissances nécessaire de l'utilisateur ou potentiellement d'autres sources. D'un point de vue code, pour rentrer réellement de code, comment ça se présente? Vous allez donc déjà avoir la première fonction qui est la fonction Lambda Authorizer. La première action qu'elle doit faire, c'est de récupérer l'ID du tenant, tout simplement. La deuxième action qu'elle va devoir exécuter, et là, Nicolas vous nous en a parlé en parlant de l'onboarding, elle va devoir, à partir de cet ID qui est le seul qui est transmis au niveau de l'utilisateur dans le token JWT, va être capable, la fonction va appeler votre control plane et va récupérer toutes les métadonnées qui lui sont nécessaires pour travailler, dont entre autres l'ID de la base de connaissances associée à notre tenant. Et à partir de toutes ces informations-là, qui sont des informations applicatives, la fonction lambda va tenter d'assumer le rôle IAM en lui passant les paramètres qui vont bien vis-à-vis de tenant. Donc là, vous voyez le code où on appelle le service STS, donc Session Token Service, qui va vous permettre d'endosser un rôle et de récupérer les informations pour pouvoir les utiliser derrière. Et sur la dernière ligne de l'encadré, vous verrez qu'on lui passe des tags, qui sont donc nos fameuses valeurs ABAC, et entre autres notre ID dans cette information-là. Et ça va donc générer des paramètres pour un rôle, donc une access key, une secret key et le token de session, que nous allons ensuite pouvoir propager au travers d'une fonction spécifique de la Lambda Authorizer qui s'appelle une Node Success Policy, pouvoir propager ensuite derrière au compute mutualisé qui va pouvoir, lui, après, réutiliser et endosser. Cette réutilisation, comment elle se montre? Là, si vous voyez au niveau du code du service, encore une fonction lambda dans notre cas, cette fonction va récupérer donc toutes ces informations qui sont propagées par la fonction d'autorisation. À partir de ces informations, on va recréer des objets pour se connecter aux API AWS. Donc dans notre cas, pour créer un client pour le service Bedrock en utilisant ces informations. Ce service va donc être configuré avec un rôle spécifique par utilisateur avec les paramètres qui vont bien. Et après, ayant ce client Bedrock, vous êtes capable d'appeler la base de connaissances et uniquement la base de connaissances liée à votre utilisateur, puis de l'utiliser pour faire de la requête. Dans ce cas-là, ça va être avec du non-chain. Voilà sur la partie compute. Sur la partie agent, on va retrouver la même logique. On démarre aussi par un token JWT qui est fourni par l'utilisateur. On va encore avoir notre fameuse fonction Lambda Authorizer qui va, dans le même cas, récupérer l'ID de la base de connaissances auprès du control plane et générer un rôle et des tokens de rôle pour les passer au compute. Et là, le compute lui-même va les passer ensuite à l'agent, quand il va invoquer l'agent, et c'est donc l'agent s'exécutera avec le rôle demandé,
avec les permissions associées et les tags qui vont bien par rapport à ce rôle-là. On est toujours dans cette logique-là. Et l'agent, donc dans notre cas, pourra accéder à une base de connaissances spécifique et pas à une autre, mais aussi, par exemple, si vous avez des third parties, vous aurez aussi la possibilité d'avoir le rôle par rapport au tenant et d'étendre pour accéder à toutes sortes de parties que vos utilisateurs pourraient avoir accédé derrière. Au niveau de l'agent lui-même, on retrouve aussi la même logique. Vous récupérez les informations d'authentification, vous allez configurer un client Bedrock, vous allez lui passer spécifiquement ce qu'on appelle des session parameters. Alors là, c'est une fonctionnalité des agents Bedrock que vous retrouverez dans du multi-agent sur Bedrock, c'est-à-dire que c'est des informations que vous fournissez à l'agent principal et qui lui-même les renverra à ses agents fils qui vont pouvoir après les utiliser comme on veut. Dans notre cas, ce seront ces informations de session plus les identifiants de base de connaissances là, et l'agent fils, qui est vraiment l'agent exécutant, endossera le rôle et fera lui-même ses actions pour invoquer les méthodes qui vont bien ou se connecter à une base de connaissances. Voilà. Au niveau du tiers premium, vous avez la même logique. Vous êtes une application SaaS, vous fournissez plusieurs versions de votre application, mais vous voulez que ce soit toujours la même base de code. La différence, comme on vous l'a déjà expliqué, la première différence, c'est que sur une application multi-tenant, vous avez déjà un compute, vous avez déjà des ressources, donc vous provisionnez sur des ressources existantes, tandis que sur une application premium, un tiers premium, vous allez provisionner des ressources spécifiquement pour cet utilisateur. Et donc sur un tiers premium, on considère donc que quand l'utilisateur est créé, toute son infrastructure est créée et elle n'est que pour lui. Cependant, même si elle est créée que pour lui, on va quand même aussi avoir l'usage de permissions IAM pour s'assurer que son utilisation, ses ressources ne peuvent accéder qu'à ses datas à l'origine. On retrouve donc les trois mêmes parties, la base de connaissances, le compute et les agents qui, bien qu'ils soient dédiés à cet utilisateur, doivent aussi avoir des paramètres de sécurité qui vont appliquer des restrictions et s'assurer qu'il n'y a pas de fuite de données ou de transversalité. Au niveau code, on va retrouver la même logique d'un index et d'une collection OpenSearch dédiée, avec une base de connaissances qui peut l'appeler et un rôle IAM qui lui est affecté. On peut appeler la collection, on peut appeler un modèle d'embedding et la base de connaissances doit accéder au bucket S3. Différence par rapport à un modèle complètement mutualisé comme vous avez. Là, la ressource étant créée et dédiée pour cet utilisateur-là, la policy IAM n'a pas besoin de référencer spécifiquement un préfixe dans le bucket. La policy accède directement à tout le bucket derrière. Au niveau de la data policy sur la solution OpenSearch, vous aurez toujours un accès validé par le principal, avec là, dans ce cas-là, plusieurs actions spécifiques à la collection et pas à un index en particulier, vu que la ressource et la collection est totalement dédiée pour cet utilisateur-là. Ce qui vous permet d'avoir ça. Au niveau du compute, vous retrouverez la même logique, mais sans le même dynamisme que vous avez sur du compute mutualisé, parce que les ressources ont été créées pour cet utilisateur et pour ce tenant. Un token JWT, une API Gateway, un compute dédié, et là, le compute, on n'a pas besoin de lui passer d'informations d'authentification, c'est lui-même qui est capable d'endosser un rôle, qui est statique cette fois. Il n'y a pas d'ABAC. Pourquoi ? Parce qu'on connaît les ressources à la création. On sait que la base de connaissances avec un ID spécifique est associée à cet utilisateur. Donc lors du provisioning, on va tout de suite provisionner le rôle IAM qui va bien avec les bonnes valeurs et il ne pourra accéder qu'à cette base de connaissances-là. Pour l'agent, ce sera la même logique, un token JWT, le compute va appeler un agent et l'agent lui-même configuré de base aura un rôle avec le paramètre de la base de connaissances. Vous avez compris la logique. Voilà. Mettre en place du SaaS, vous connaissez les logiques, vous avez aussi le besoin, comme Nicolas va vous l'expliquer, de monitorer vos usages encore plus avec de la GenAI. Merci Pierre-Yves. Allô, oui, merci Pierre-Yves. Donc effectivement, on a vu les mécanismes qui permettent d'isoler les ressources, de protéger les ressources de vos clients. Mais quand on parle de sécurité dans un contexte SaaS, il y a aussi des comportements anormaux qu'il faut surveiller, qui peuvent engendrer des coûts et qui peuvent engendrer aussi une utilisation excessive de services et notamment déranger d'autres tenants qui partageraient les mêmes ressources. Et donc pour ça, vous allez utiliser de monitoring basé sur des métriques. Et ces métriques, il va falloir surveiller à la fois des métriques d'utilisation de vos tenants et puis des métriques qui sont liées aux services eux-mêmes, notamment les coûts. Donc pour ça, vous allez utiliser, dans cet exemple, une fonction lambda qui va servir d'agrégation des différentes sources de données. On va avoir des sources vraiment liées à l'utilisation de vos tenants. Vous allez générer des logs dans vos différents services qui sont propres à vos tenants. Et on va utiliser un service pour récupérer ces informations, ces métriques d'usage.
Et puis d'un autre côté, on peut aussi avoir une autre source de données qui est l'utilisation des services eux-mêmes, et notamment des coûts. Et donc avec ces sources de données-là, on va les agréger et puis on va les stocker dans une base de données, ici un Amazon DynamoDB, pour ensuite utiliser un outil de visualisation et avoir une vue 360 sur l'utilisation des ressources, sur l'utilisation des tenants, et avoir une vue à la fois sur les coûts des tenants et l'utilisation des coûts. Cette visualisation, c'est ça qui vous permettra ensuite de prendre les actions de rémédiation en cas de comportement anormal dans votre architecture. Bon, voilà, maintenant, je pense que Cédric va nous parler de quelque chose de concret, ce qu'ils ont mis en place chez Scalo. Tiens. Merci à vous. Avant tout, je vais quand même vous expliquer un tout petit peu le contexte de Scalo. Donc, qu'est-ce que c'est Scalo? Scalo, c'est une solution RH pour planifier le quotidien des équipes de terrain. Donc, on est dans un environnement SaaS RH qui a pour vocation en fait, de planifier les équipes, de piloter la performance des salariés, de faire la gestion administrative et ressources humaines des salariés. En quelques chiffres, Scalo, qu'est-ce que c'est? Scalo, c'est 20 000 points de vente. On est à un demi-million d'utilisateurs journaliers. On est présent dans 6 pays et 4 secteurs d'activité. À l'heure actuelle, on est à 350 collaborateurs, dont 80 tech. Scalo a pour mission de simplifier la vie de ses clients. Donc, c'est-à-dire qu'on a décidé d'introduire un assistant IA qui permet à l'utilisateur, à nos utilisateurs, de poser des questions sur leurs propres salariés. Le genre de questions qu'on peut avoir, c'est qui termine sa période d'essai ce mois-ci, qui commence ou finit son contrat le mois prochain, par exemple. Ou, comme exemple ici en question, il y a qui n'a pas fait sa visite médicale. Derrière, on veut réutiliser nos données. Qu'est-ce qu'on entend par réutiliser nos données? On ne veut pas que les utilisateurs aient à rajouter quelconque information pour qu'on puisse poser des questions. Et on est dans un contexte RH, c'est-à-dire qu'on dans la catégorie PII, on a à peu près tout, c'est-à-dire des numéros de sécurité sociaux, des cartes d'identité, des contrats et autres. Et donc, c'est ultra important qu'on puisse séparer les informations en fonction de nos clients. Au niveau des permissions de Scalo, je vais vous expliquer un tout petit peu comment ça fonctionne. On a une permission par établissement. Alors, qu'est-ce que c'est un établissement? Je vous ai parlé il y a 2 slides qu'on a 20 000 points de vente. Les établissements, ce n'est pas les points de vente. Les points de vente sont des organisations. Une organisation contient plusieurs établissements. Un utilisateur va avoir par établissement un jeu de permissions. Ces permissions vont être, par exemple, pouvoir voir le planning, pouvoir générer un rapport, pouvoir effectuer la paye, ce genre de choses. Mais une organisation peut avoir plusieurs établissements, c'est-à-dire qu'en fonction de l'établissement, les utilisateurs n'ont pas forcément les mêmes droits. Et on a aussi une mécanique de réseau, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs. Imaginez, vous avez une organisation qui est présente sur Paris et sur Bordeaux. Vous avez 5 établissements sur Paris, 2 établissements sur Bordeaux. Un utilisateur pour tous les établissements à Paris est manager, donc a accès à peu près tout. Un établissement et le même utilisateur sur les établissements de Bordeaux n'a aucun droit. Il est simple salarié, donc il peut voir son propre planning. À ça, il faut rajouter aussi le fait qu'un administrateur d'une organisation peut, de manière discrétionnaire, ajouter un droit à n'importe quel moment à n'importe qui, que ce soit pour une durée limitée ou indéterminée. Ils le font pour des raisons de business, parce qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un, avoir un droit supplémentaire. On a décidé pour l'agent, dans un premier temps, d'utiliser ces permissions pour, il faut au minimum accéder au planning et voir la fiche des salariés. Ce sont les 2 permissions requises pour qu'un employé puisse poser une question sur un shop, ou ce qu'on appelle un shop, donc un établissement particulier. Un détail important dedans, c'est qu'on a 90 000 combinaisons de droits disponibles et n'importe qui peut changer ses droits à n'importe quel moment. Ce qui veut dire qu'on a comme challenge, comment est-ce qu'on va gérer ces 90 000 droits? Comment est-ce qu'on va pouvoir générer un nouveau modèle de droit en fonction des administrateurs qui décident de changer les droits à n'importe quel moment? Comment on va réutiliser l'architecture de notre application et comment on va contrôler les hallucinations des LLM, qui est la partie la plus complexe. Le choix qu'on a décidé de faire, c'est exploiter la force des LLM. Alors, derrière cette phrase, ça veut dire quoi? Il faut savoir que l'agent chez Scalo, l'agent IA chez Scalo, on n'en est pas à notre coup d'essai. On a déjà 2 fonctionnalités utilisant les LLM en production depuis plus d'1 an. Donc on a quand même pas mal de retours d'expérience dessus. Et de notre point de vue, dans ce contexte-là, le plus important, le plus intéressant pour les LLM, excusez-moi,
c'est faire toute la partie NLP, extraire l'information d'une phrase, d'un utilisateur, et gérer la langue de l'utilisateur. On est dans 8 pays, on est présent dans 6 pays, on doit pouvoir répondre dans la langue de l'utilisateur sans devoir gérer quelque chose de particulier. On a décidé de réutiliser notre service de recherche en interne pour simplifier les choses, et ce ne sera pas le LLM qui va gérer la requête à la base de données. C'est la partie la plus importante ici. Au niveau de l'ingestion des données, j'ai dit qu'on utilisait un moteur de recherche, donc comment est-ce qu'on va remplir ce moteur de recherche? Scalo peut avoir 3 types de bases de données en fonction du service dans lequel on est. On a des bases de données RDS, on a du DynamoDB ou du MongoDB. Toutes ces bases de données sont configurées on les configure par défaut pour streamer les données dans un bus Kinesis, bus qui est écouté un peu partout dans l'application, et on a décidé de rajouter des lambdas par collection du moteur de recherche. C'est-à-dire que chaque collection va avoir son propre domaine. Donc ici, en l'occurrence, je vous ai montré 3 exemples: collection employé, collection planning et collection pour le domaine. L'idée, c'est que derrière chaque collection, on a spécialisé la collection au domaine sur lequel on va devoir poser des questions. Donc la collection employé va être tunée pour qu'on puisse poser des questions facilement sur les employés. Même chose pour le planning, même chose pour à peu près pour chaque élément. Et en regard, parce qu'en fait c'est vraiment l'effet miroir, au niveau de la requête elle-même, pour poser des questions. Donc un client va poser une question, on va recevoir on a une API Gateway qui va recevoir l'information. Derrière, on a une Lambda Authorizer qui va déjà valider les droits. Ensuite, on a une Lambda qui va effectuer l'appel à l'agent Bedrock Supervisor. On utilise la fonctionnalité du multi-agent d'Amazon Bedrock. L'agent superviseur utilise Amazon Bedrock Guardrails. Donc Guardrails, on en parlera un tout petit peu. Ça permet en fait de limiter, de filtrer les questions sur les questions à caractère injurieux, raciste ou des prompt injection, par exemple. Et derrière ça, on a une lambda qui, elle, va effectuer le query sur MongoDB Atlas pour renvoyer le résultat à l'utilisateur. Dans la vraie vie, ça ressemble à quoi? Un utilisateur arrive et pose « Quel est le poste d'Uber ?» La question arrive au niveau de l'API Gateway, et l'API Gateway va valider l'access token via la Lambda Authorizer. Déjà, est-ce que c'est un token forgé ou pas? Ensuite, elle va valider les droits d'accès qui sont demandés pour poser les questions. À l'heure actuelle, comme je l'ai précisé en amont, on demande qu'un utilisateur ait les droits d'accès aux fiches employées et au planning. Donc c'est à cet endroit-là qu'on le vérifie. Ensuite, la lambda qui est derrière va extraire les métadonnées en fait, du token JWT. Typiquement, dans notre token JWT, on a la liste des shops et la liste des équipes auxquelles l'utilisateur a droit. Donc, on va extraire ces informations et les rajouter au session parameter, comme l'a expliqué Pierre-Yves. Le session parameter ne sera pas interprété par la LLM. Sont juste des informations qui vont passer telles quelles derrière. Et ensuite, on rajoute la question qui est posée. À ça, l'agent superviseur, son rôle va se borner à valider la pertinence de la question. Déjà, est-ce qu'on maîtrise le sujet de la question? Et va router la question vers le bon agent. En l'occurrence, on demande ici quel est le poste d'Uber, donc c'est une question sur un employé. Donc la question va être routée sur l'agent pour les employés. L'agent pour les employés, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va extraire les informations requises pour que nous, on puisse faire le query derrière, en extrayant en fait l'employee name de la question qui est Uber, ici en l'occurrence, et les session parameters sont passés tels quels. Vous avez la lambda qui est derrière, qui elle va fabriquer le query sur base des informations. Juste 30 secondes. Certaines personnes sont habituées à utiliser MongoDB. Le query MongoDB qu'il y a là n'est pas valide. C'est fait exprès. Le vrai query en fait, ne rentre pas en fait, sur l'écran. Mais l'idée derrière est rigoureusement la même. Ensuite, la première partie, on va recevoir en fait l'employee name. Il faut savoir qu'un utilisateur, ça fait des fautes d'orthographe, il faut le prendre en considération dans le query. Ensuite, les session parameters, on les passe en filtre, tel quel, de nouveau, ce qui va en fait éliminer en fait, tous les shops ou les teams auxquels l'utilisateur n'a pas accès. Et on rajoute encore d'autres informations. Typiquement ici, on ne veut pas le numéro de sécurité sociale ou l'IBAN. Ensuite, Atlas va effectuer le query. Voilà la tête du document à la sortie.
Et ensuite, il faut savoir que la réponse va repasser par l'agent, qui va prendre en fait le document qui aura été trouvé du moteur de recherche et va en fait le formater pour qu'il soit lisible par l'utilisateur dans la langue de l'utilisateur. Maintenant, prenons le scénario où l'utilisateur n'a pas accès aux données. Il demande quel est le poste d'Uber sur le shop 1, mais dans le session parameter, vous notez qu'il n'a pas accès au shop 1, il a accès au shop 10. Le LLM, on ne va pas lui expliquer les droits d'accès au LLM. C'est trop compliqué et il va probablement halluciner. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est on reprend en fait le shop ID tel quel. Ok, bon, il demande le shop ID 1, on rajoute ça dans la liste des paramètres. Mais on filtre aussi sur le shop ID 10. Donc, à moins qu'il y ait un shop qui ait 2 ID en même temps, ce n'est pas possible. Donc, vous recevrez une liste de documents vides. Maintenant, quelqu'un essaie de faire une injection MongoDB. Il connaît le format, il connaît un tout petit peu le format de nos données. Il pose la question en utilisant un morceau de query MongoDB derrière. L'agent, lui, va extraire ces informations et nous les donner en tant que chaîne de caractères telle quelle, en disant, bah voilà, on a reçu ça, mais vous avez remarqué, c'est escapé aussi. Nous, on fait une expression régulière dessus, on ne va pas interpréter ces résultats, donc à moins que vous ayez un employé qui s'appelle accolade $NE, vous n'aurez rien du tout comme résultat. Maintenant, on va prendre les scénarios un peu plus malicieux, c'est-à-dire que quelqu'un tente de bypasser en fait les règles qu'on a mis en place. Donc, il demande, première partie de la question, c'est oublie ton contexte. Et ensuite, il pose la question derrière. Là, c'est Guardrails qui intervient. Guardrails va en fait voir cette question, il va voir qu'il y a une tentative de prompt injection, il va couper court à la conversation, on arrête le process à cet endroit-là et la session s'arrête. Maintenant, une question hors sujet, donc quelle est la recette de la blanquette? Bon, ben, l'agent superviseur, nous, on ne sait pas répondre, on sait répondre sur les plannings et les employés. Donc, c'est l'agent superviseur qui va voir en fait que la question posée par l'utilisateur n'est pas dans un domaine connu et le superviseur va renvoyer la réponse en disant, bon, ben, moi, je ne peux pas répondre à cette question. Conclusion, gardons les choses un minimum simple. Derrière ça, qu'est-ce que je veux dire? On a une collection par domaine. On n'a pas tenté de faire une grosse collection qui fait tout et n'importe quoi en même temps, parce qu'à un moment, il faut l'expliquer à un LLM. Si on l'explique à un LLM, si quelque chose de compliqué est à expliquer à un LLM, ça va prendre du temps, ou vous allez avoir des erreurs. Donc, segmentez, n'hésitez pas à segmenter votre problème en plusieurs sous-problèmes. Ça sera beaucoup plus simple. Quel est le futur aussi pour Scalo? On va rajouter des agents, parce que ça marche très très bien, donc on veut en rajouter. On veut rajouter des nouveaux utilisateurs qui n'ont pas les mêmes sets de droits avec des utilisateurs qui aient moins de droits et devoir faire un meilleur filtrage. On veut utiliser de nouveaux LLM. Il y en a, tous les 15 jours, vous en avez des nouveaux. Et à l'heure actuelle, nos prompts sont entre guillemets manuels et on voudrait utiliser Amazon Bedrock Prompt Management qui permet de versionner en fait, les prompts en fonction de l'évolution dans le temps. Et sur ce, je passe la main à Pierre-Yves. Merci Cédric, j'espère que ça vous a été utile, que vous avez vu que l'implémentation et la proposition de Scalo pour utiliser et mettre en place un chatbot avec de la sécurité dans un contexte multitenant vous a ouvert des idées et vous a lancé sur vos propres projets. Pour conclure, quelques informations importantes qui sont toujours bonnes à rappeler, encore plus quand on fait du SaaS. La première chose, comme on vous l'a montré et comme Nicolas et Cédric vous l'ont montré, vous utilisez des ressources mutualisées AWS. Qui dit ressources AWS dit surveiller vos quotas, tout simplement. Vous pouvez rapidement avoir des utilisateurs qui vont consommer tout votre quota et pénaliser l'ensemble de tous vos utilisateurs. Deuxième point, les métriques. Comme vous l'a montré aussi Nicolas, vous devez savoir où vous en êtes. Si vous avez un trou, vous ne savez pas ce qui se passe à un endroit, vous mettez votre plateforme en risque. Troisième point, moi je vous ai présenté au travers d'OpenSearch, Cédric vous a présenté avec MongoDB, les techniques d'isolation vont dépendre toujours de la solution que vous utilisez. Il n'y aura pas de one size fits all, tout simplement. Et enfin, n'oubliez pas que vous construisez une solution SaaS. Vous faites du SaaS, vous avez les problématiques de gérer une application SaaS avec un certain nombre d'utilisateurs, avec des montées en charge, avec des voisins bruyants, les fameux noisy neighbors, avec des tentatives de piratage. Donc même si vous avez de la GenAI, n'oubliez pas les informations de SaaS. Et dernier point qu'on vous a bien expliqué, c'est mettez des tiers d'usage. Ça va vous simplifier aussi la vie parce que vous pourrez isoler vos utilisateurs et séparer vos utilisateurs. Pour conclure, tout le code est disponible, tout le code que je vous ai présenté est disponible sur le QR code du repository Git. Alors, je
m'écarte un peu. N'hésitez pas à le voir. Et si vous voulez faire du hands-on, n'hésitez pas, à en parler à vos équipes de compte qui seront, je suis certain, très heureuses de vous aider. Et sinon, un atelier pour cette mise en place-là avec Bedrock, avec les guardrails. N'hésitez pas. Voilà, je laisse quelques secondes. Je pense que c'est bon pour tout le monde, presque. Et pour finir, on vous l'a déjà dit plusieurs fois dans la journée, je préfère continuer. N'hésitez pas à remplir le survey au sein de l'application. Voilà le QR code direct. C'est très important pour nous parce que ça nous permet de comprendre comment nous améliorer. Voilà, on est toujours dans un cycle d'amélioration. Merci à tous, de notre part à tous les trois. La prochaine session donc, est d'ici un quart d'heure. Bonne fin de journée.